L'Internet qu'on connaît aujourd'hui, il a bien failli ne jamais voir le jour, ou du moins pas sous cette forme. Tout ça à cause d'un problème de maths, un problème tout bête, on allait manquer d'adresses. L'histoire de comment on s'en est sorti, c'est une astuce, une ruse incroyable qui se passe en ce moment même dans le routeur à la maison. Ce chiffre, c'est lui qui a tout défini au début d'Internet, un peu moins de 4,3 milliards. C'était le maximum d'adresses uniques possible avec le protocole de l'époque, l'IPv4. Ça paraissait énorme, astronomique. Mais vraiment personne n'avait imaginé l'arrivée en masse des PC, des smartphones, des serveurs. Bref, on a vite compris qu'on fonçait droit dans le mur. Et là, la question fatidique se pose. Si chaque appareil a besoin de sa propre adresse unique pour se connecter, mais qu'il n'y a plus d'adresse disponible, comment on fait? Comment connecter de nouveaux appareils? C'était une crise qui menaçait de tout stopper net. Sauf que la crise n'a jamais vraiment éclaté. Devant ce mur, les ingénieurs n'ont pas baissé les bras. Non, ils ont sorti de leur chapeau une solution super élégante, un vrai tour de magie numérique. Et grâce à ça, Internet a pu non seulement survivre, mais exploser comme jamais. Alors, cette solution de génie, sa première partie, ça s'appelle la traduction d'adresse réseau, ou NAT. On peut le voir comme le premier héros un peu méconnu de cette histoire. Le concept derrière le NAT, en gros, c'est de couper le monde en deux. D'un côté, on a les adresses IP publiques. Celles-là sont uniques, officielles, c'est l'adresse postale sur Internet. Et de l'autre, les adresses IP privées. Celles-ci ne sont pas uniques, elles sont juste pour un usage local à l'intérieur d'un réseau, comme celui de la maison ou du bureau. Voilà, ces plages d'adresses bien précises, elles sont réservées à cet usage privé. Ça veut dire qu'un ordinateur portable chez quelqu'un peut avoir exactement la même adresse IP, disons 192.168.1.10, qu'un autre ordinateur chez quelqu'un d'autre. Et ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que ces adresses, c'est un peu comme des numéros d'appartement, elles n'ont de sens qu'à l'intérieur de leur propre immeuble et elles ne sont jamais utilisées directement sur la rue qu'est l'Internet public. Bon, voilà la définition un peu plus formelle. Le NAT, c'est un service, souvent sur le routeur, qui va traduire les adresses IP privées du réseau interne en une seule et unique adresse IP publique pour aller sur Internet. L'image qui marche bien, c'est celle du réceptionniste dans un grand immeuble. Tout le courrier qui part des différents bureaux, il est envoyé avec l'adresse de l'immeuble, une seule adresse. Pour le monde extérieur, tout vient du même endroit. Et c'est là qu'on a découvert un avantage un peu inattendu, mais absolument crucial. En masquant toute la structure du réseau interne, le NAT se comporte en fait comme un pare-feu de base. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas voir et encore moins contacter directement les appareils privés qui sont sur le réseau. Tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est l'adresse publique du routeur. Le routeur joue le rôle de gardien en quelque sorte. Ok, mais le NAT tout seul, ça a une limite. Si tout le trafic de tous les appareils sort avec la même adresse publique, comment le routeur fait pour savoir à qui il doit renvoyer la réponse qui revient? Comment il gère tout ce monde en même temps? C'est problème suivant, oui. Imaginons une maison standard. Il y a un ordinateur, plusieurs smartphones, une console de jeu. Tout ce petit monde veut aller sur Internet en même temps. Comment le routeur peut-il être sûr que la vidéo marrante va bien sur le bon téléphone et que les infos pour le jeu en ligne arrivent bien à la console? Il ne peut pas se tromper. La solution, elle est vraiment ingénieuse, et on la voit bien dans ce tableau. Le routeur ne se contente pas de mettre son adresse publique, non. Il va aussi attribuer un numéro de port unique à chaque connexion qui part. Un port, c'est un peu comme une porte numérotée sur un appareil, pour une application précise. Le routeur va donc tenir un journal de bord super détaillé, il note telle connexion interne avec tel IP privé et tel port correspond à telle combinaison à l'extérieur. Comme ça, quand la réponse revient, il sait exactement à quelle porte frapper pour livrer le paquet au bon appareil. Et voici notre deuxième héros, la traduction d'adresse de port, ou PAT. Et là, petite révélation, en fait, quand la plupart des gens parlent de NAT, ils parlent en réalité de PAT. On l'appelle aussi surcharge NAT. C'est ce duo, la traduction de l'IP et du port, qui est la vraie magie. C'est ça qui permet à des dizaines, voire des centaines d'appareils de partager une seule adresse IP. Bon, jusqu'ici, on a seulement parlé du trafic qui sort de l'intérieur du réseau vers Internet. Mais des fois, c'est l'inverse. On a besoin qu'Internet puisse entrer. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le NAT de destination. Pour faire simple, la traduction peut se faire dans deux sens. Ce qu'on vient de voir, c'est le NAT source. Lui, il change l'adresse source des paquets qui sortent. Maintenant, on va voir le NAT destination, qui fait exactement l'inverse. Il change l'adresse de destination des paquets qui entrent. Le nom qu'on utilise le plus souvent pour le NAT de destination, c'est la redirection de port, ou port forwarding. C'est tout un ensemble de règles qu'on peut configurer dans le routeur. C'est un peu comme si on laissait une consigne permanente au réceptionniste de l'immeuble. Si un paquet arrive pour le projet X, il faut le livrer directement au bureau de ce serveur-là, sans poser de questions. Et cet exemple illustre ça parfaitement. C'est une règle très concrète.
tout le trafic qui arrive sur notre adresse IP publique, spécifiquement sur le port 8080, eh bien le routeur le redirige automatiquement vers le serveur web interne qui est à l'adresse 192.168.1.50, mais sur son port 80. C'est comme ça qu'on peut rendre un service interne accessible au monde extérieur, mais de façon très contrôlée. Mais il faut bien comprendre que le NAT et le PAT, ça a toujours été pensé comme une rustine, une solution temporaire. La vraie solution, la solution à long terme pour le problème de la pénurie d'adresses, elle est arrivée depuis. Et elle change absolument tout. Et la voici, l'IPv6. Regardez ce nombre. C'est 341 décillions. C'est tellement grand que le cerveau a du mal à l'imaginer. Pour donner un ordre d'idée, c'est assez d'adresses pour en donner une unique à chaque grain de sable sur la planète. Et il en resterait encore des milliards de milliards. Autant dire qu'avec l'IPv6, le besoin d'économiser des adresses, qui était la raison d'être du NAT, disparaît complètement. C'est obsolète. Ce que ça implique, c'est assez révolutionnaire. Avec l'IPv6, chaque téléphone, chaque ordinateur, chaque frigo connecté peut avoir sa propre adresse IP publique unique au monde. En théorie donc, plus besoin de traducteur au milieu, le NAT devient inutile. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, même si on n'a plus besoin du NAT pour économiser les adresses, sa fonction de sécurité, qui était un peu un effet secondaire heureux, est devenue super appréciée. L'idée de cacher son réseau interne derrière un gardien, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas perdre. Du coup, on retrouve des fonctions qui ressemblent au NAT dans les réseaux IPv6, mais cette fois c'est pour la sécurité et la gestion du réseau, plus du tout par nécessité. Et ça nous amène à une question de fond pour l'avenir d'Internet. D'un côté, l'IPv6 offre une connectivité directe de bout en bout, ce qui est génial pour l'innovation. Mais de l'autre, on perd ce bouclier de confidentialité que le NAT nous offrait un peu par accident. Alors, quel est le bon équilibre entre une accessibilité totale et une sécurité vraiment solide, ou placer le curseur pour le monde de demain? C'est une question qui reste ouverte. Voilà qui conclut notre analyse.